Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie évidemment de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, comédien, artiste engagé. Vous avez pu voir son visage dans de nombreuses publicités à la télévision. Noam Cartozo vient nous voir aujourd'hui pour son spectacle Les Trois Mousquetaires environ. Une comédie familiale, déjantée, en tournée dans toute la France depuis 8 ans et qui se jouera à Paris très bientôt à la Folie Théâtre du 24 juin au 18 juillet. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité aujourd'hui sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. J'aime beaucoup ce petit trait que vous venez de me faire, Noam. Bravo. Vous avez tout dit en si peu de mots, c'est magnifique, franchement. On a beaucoup de choses à se dire. Déjà, ce qu'il faut qu'on dise à nos auditeurs qui sans doute ne connaissent pas votre nom, prénom, c'est que toute la France vous connaît. C'est possible, oui. Alors, presque tous, ceux qui ont une télévision. Ceux qui ont une télévision, exactement, parce qu'on vous a vu dans énormément de publicités, une trentaine, j'ai calculé, enfin pour être précise, 29, a priori 29. On va y venir dans un instant. Je passerai d'ailleurs une publicité pour laquelle je trouve, c'est peut-être ma préférée, qui est plutôt récente. On va y venir dans un instant. Mais d'abord, j'ai envie de savoir et envie de vous faire découvrir à nos auditeurs pour aussi qui vous êtes, au-delà de ce que vous faites. On y va tout droit. Noam Cartozo, vous êtes né un jour après moi, le 24 septembre 1988 à Sarcelles, où vous avez grandi jusqu'à vos 6 ans, entouré de votre frère et de votre sœur, mais aussi de vos parents, avec un père avocat et une mère agent immobilier. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Une enfance très heureuse, j'ai manqué de rien, vraiment. J'ai pas un parcours vraiment atypique, vraiment, j'ai manqué de rien, j'ai eu tout le soutien de mes frères et sœurs et de mes parents dans mes choix personnels, dans mes choix artistiques. C'est mes parents qui m'ont offert mes cours de théâtre. Je voulais pas de cadeau d'anniversaire autre que des cours de théâtre. Donc vraiment, c'est eux mes premiers sponsors, mon premier soutien. J'ai envie de vous poser cette question. C'est vrai qu'elle est rare, mais je me permets parce que vous êtes un juif de France et je veux pas l'associer à moi-même. Et comme je l'ai été, et encore une fois, je vois des synchronicités entre nous qui avaient grandi à Sarcelles quand moi j'ai vécu à Villiers-le-Bel. Et je me permets de vous poser cette question parce qu'elle me nourrit aujourd'hui, elle me hante peut-être aujourd'hui. Quand on est un juif de France qui a grandi en banlieue, est-ce que ça change notre regard ? Est-ce que ça l'affûte ? Est-ce que ça nous rend aussi peut-être un peu plus légitime d'avoir un regard sur notre société aujourd'hui ? Y a eu un film récemment qui s'appelle Juste une illusion qui retrace notre histoire à tous les deux et à tous les juifs de France qui ont vécu en banlieue, qui sont immigrés d'Afrique du Nord. Évidemment, quand on voit ce vivre ensemble qu'on avait sans forcément le chercher à cette époque et qu'on l'a perdu aujourd'hui en voulant le retrouver, évidemment, ça porte un regard terrible. On se dit, est-ce qu'on va réussir à nouveau à revivre ensemble, en paix, en sérénité, avec tous nos compatriotes et nos concitoyens, vous le dites bien, main dans la main et pas face à face, comme j'ai souvent tendance à dire dans cette émission. On a parlé un petit peu de vos débuts. Forcément, j'ai envie de savoir quel genre d'enfant vous étiez. J'étais un peu le foufou. J'étais pas très bon à l'école, mais j'étais celui qui avait 10 sur 20. Moyenne. La moyenne. Mais j'avais d'autres passions, j'avais d'autres rêves en tête. Voilà, j'étais celui qui faisait des sketchs pour la famille, que ça soit au mariage, au bar mitzvah. Je faisais des imitations d'Eli Kakou, de Gad Elmaleh. Vraiment, c'était mes maîtres à penser. C'est quoi la meilleure imitation ? Faut rigoler. Bon, c'était très mal fait, j'étais pas prêt. Ah si, c'était très bien fait, je vous assure. J'ai perdu mon fil, du coup. Non, votre enfance, comment vous étiez ? On entend un petit bout en train et assez aidé, influencé par ses parents qui ont accepté quelque part cet artiste. Ils m'ont dit et un diplôme et après tu fais ce que tu veux. Vous l'avez fait ? Je l'ai fait, je suis officiellement opticien lunetier, mais que mon diplôme n'a servi que un an. Vous n'avez jamais vraiment pratiqué. À partir de 15 ans, vous allez étudier au cours Florent pendant 5 années. Vous avez toujours su finalement que vous feriez ce métier ? Au fond de moi, oui. J'avais vraiment envie c'est là où j'étais chez moi en fait, sur scène. C'était vraiment là où je me sentais à la maison, vraiment. Et bon, ce ressenti a un peu changé récemment, je vous avoue. Mais vraiment, quand j'étais sur scène, quand j'étais dans un tournage, je me sentais plus que chez moi en fait.
Je me sentais mieux que chez moi. Et récemment, voilà, depuis 7 octobre, j'ai l'impression que les regards ont changé, qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, qu'il faut pas assumer son identité. Et je trouve que c'est bien dommage, quoi, que ça se répercute sur les plateaux de tournage, que ça se répercute au théâtre. On l'a vu récemment, voilà, dans la polémique de la Scala qui a eu lieu cette semaine. Donc c'est assez terrible qu'on le ressente, nous en tant que professionnels, et que ça soit concret chez des petits jeunes qui viennent faire des scènes de théâtre dans un théâtre parisien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment vous l'avez ressenti, et s'il y a un exemple précis qui fait c'est-à-dire que vous sentez que ça a changé, que l'ambiance a tout simplement changé avec une forme de défiance, ou est-ce qu'aussi on peut le justifier par le fait que, on va y venir dans cette émission, mais vous avez été vent debout aussi, Noam. Ah non, moi j'ai été très, très militant pour Israël, pour défendre Israël, mais mon but à la base c'était pas de défendre Israël, c'était contre l'importation du conflit en France et contre la montée de l'antisémitisme. Évidemment après je suis devenu défenseur d'Israël malgré moi, mais concrètement je sais pas si vous nous voyez en vidéo aujourd'hui ou à la radio, mais on nous regarde beaucoup voilà, sur YouTube. Je suis un peu bronzé. Voilà. J'étais à Tel Aviv la semaine dernière et j'étais en tournage cette semaine. Et ben quand on me demande pourquoi tu es bronzé, j'hésite 2 fois avant de dire que j'étais en Israël. Mais je décide de l'assumer. Ok, j'ai une hésitation, mais je décide de l'assumer. C'est pas à nous d'avoir peur, c'est pas à nous d'avoir honte d'être qui on est et d'avoir honte de partir en vacances en Israël. Et donc ça c'est en vous. C'est-à-dire c'est en un moi. Sentiment que vous ressentez vous, mais est-ce qu'on vous le fait ressentir? Bien sûr. Est-ce que les gens, est-ce qu'il y a un exemple précis? C'est très important d'être précis sur ce point-là pour nos auditeurs, parce que souvent on dit qu'on se victimise, et moi j'ai envie qu'on montre l'exemple de ce qui se passe réellement. Moi j'ai posté des stories où j'étais justement en Israël la semaine dernière, et les gens disent t'as pas honte de partir là-bas alors qu'il y a un génocide. Les gens du métier, alors de tout bord. Que ça soit dans mes DM, que ça soit dans mes commentaires, c'est tout le temps, c'est tous les jours. De toute façon, on commence à prendre l'habitude. Mais t'as pas honte de partir là-bas alors qu'il y a un génocide, n'importe quoi. Mais au sein du métier, vous sentez quand même que c'est compliqué depuis le fait. Au sein du métier, j'ai reçu des annulations de contrats, par exemple. Voilà, des annulations de contrats. On a peur que tes postes personnels interfèrent avec une marque. Voilà. C'est ça. Ça m'est déjà arrivé avec une marque de soda noir qui pétille. Voilà. Vous allez ensuite, on a bien compris à quoi vous faites référence, vous allez ensuite faire un stage, vous parfaire au doublage, au chant. Et ce qui est amusant, c'est qu'hier, à votre place, j'ai reçu Jacques Expert, auteur de polar, mais aussi ancien dirigeant de grands médias comme RTL, Paris Première, M6. J'ai pas mis mon CV, dommage. qui vient de publier un titre intitulé L'ascenseur. Excellent. Un livre qui s'appelle comme cela. Excellent. Et donc ça devrait forcément vous parler. Je me suis dit que c'était une transition merveilleuse. Bravo. Bah oui, c'est la première. C'est le premier projet artistique dans lequel j'ai travaillé avec des amis en sortant de l'école de théâtre. Ça s'appelait donc L'Ascenseur. C'était la première web-série de l'histoire d'Internet français. D'ailleurs, le mot web-série vient de nous. On n'avait pas de référence avant. On a dû créer ce mot web-série. Et c'était le concept. C'était comme un peu la série Caméra Café, mais ça se passait dans un ascenseur. Les voisins se retrouvaient dans cette cabine d'ascenseur. Et de fil en aiguille, le projet a été un peu plagié, un peu copié, mais bon, on avait 18 ans à l'époque, et c'est devenu nos chers voisins sur TF1. Ouais, exactement. C'était un peu le projet qu'on souhaitait faire. Et vous faisiez venir beaucoup de personnalités. Ouais, c'est vrai. Une Miss France notamment. Oui. Qui m'a fait mal. C'est vrai? En fait, Miss France Valérie Bègue en 2009, je sais plus, jouait le rôle de Miss Monde et moi je jouais le rôle de James Bond. Oui, et voilà, elle m'a mis dans la scène, elle me met une belle gifle. Ouais, et j'étais pas satisfait moi de cette scène, donc j'ai demandé à ce qu'on la refasse. Et donc j'ai pris une deuxième gifle de Miss France gratuitement, voilà.
Je me souviens absolument, vous étiez aux côtés de William Benamou, Oui. Pauline de Chavannes et Stéphane Tazimovic, qui depuis est devenu un attaché de presse extrêmement connu, celui des plus grands, aux côtés de beaucoup d'artistes que je ne citerai pas. Vous allez aussi réaliser sur le web des sketchs, des caméras cachées qui cumulent des millions de vues. Vous remportez de nombreux prix avec de la réalisation aussi. Vos réalisations God Save the Schweppes ou encore Je suis un bluff. Et alors, ce qui m'a beaucoup amusé et que je ne savais pas, parce que je vous connais bien quand même, on va le dire, Noam Cartozo, vous avez été le sosie de Brad Pitt dans Le Noir. Alors ça, je veux une info là-dessus. Est-ce que c'est vrai? Alors non, en fait, Cyrielle m'a demandé, envoie-moi votre CV, comme ça je peux un peu préparer l'émission. Et en fait, je mets une ligne tout en bas de mon CV où il y a écrit, qui m'intéresse, Noam. Voilà, il y a écrit sosie de Brad Pitt dans Le Noir de loin. Et en fait, c'est pour savoir si les gens lisent vraiment mon CV. C'est vraiment un petit historique que je mets dans le CV. Bravo, merci d'avoir fait votre travail jusqu'au bout. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais je tiens à dire que c'est légèrement crédible. Merci, voilà. je le dirai ça aussi. On vous a vu dans de nombreuses publicités qui ont fait connaître votre visage, à commencer par la Banque Postale, on peut le dire, pour en cumuler une trentaine. Quelle est votre préférée? Ma préférée est celle pour Eurosport. C'est vrai? Ouais. Une publicité pour Eurosport pour les JO d'hiver qui a été vraiment magnifique, vraiment incroyable. Belle à tourner, j'imagine, un beau moment de tournage. Une équipe merveilleuse et avec beaucoup d'effets spéciaux. Et ils l'ont entre le moment du tournage et le moment de la sortie à la télévision, il y a eu une semaine avec énormément d'effets spéciaux. Je me suis dit, une équipe de fous furieux pour ce projet magnifique. Un projet magnifique, c'était en 2018, réalisé par Francis Cutter, je crois, si je dis pas de bêtises. La mienne, je vais le dire, ma préférée, peut-être une des plus connues, elle date d'il y a 2 ans, c'est pour Cdiscount. Et franchement, elle a tellement inondé notre télé que je veux juste quand même vous la remémorer. Bonjour, je suis Julien, porte-parole de Cdiscount. Alors oui, on n'a peut-être pas le poids des géants américains. On vient pas de la Silicon Valley. On est de Bordeaux, et nous sommes le e-commerçant qui fait bouger les choses. En proposant de super produits de qualité à prix discount. Mais aussi des produits plus responsables. Et du fabriqué en France. Pour mieux vivre, en dépensant moins. Cdiscount, des prix bas qui ont de la voix. Voilà, la publicité, je pense que nos auditeurs, ils vous ont capté, ils savent qui vous êtes et vous venez de me dire quelque chose d'assez amusant autour de Julien. Tout le temps, on m'appelle Julien dans la rue, dans le métro. C'est Julien, mais je m'appelle pas Julien. Donc, il faut savoir que j'en ai marre de cette pub. C'est vrai? En fait, elle a été beaucoup matraquée. Elle a été tellement diffusée que même moi, je la recevais sur mon téléphone portable et j'ai appuyé sur suivant, next, ignorer cette pub, j'en pouvais plus. Noam, en parallèle de tout cela, et peut-être il y a quelques années d'ailleurs, plutôt en 2020, pendant le Covid, vous vous êtes fait connaître auprès du grand public avec un jeu que vous avez créé pendant le confinement, question pour un balcon, qui vous a valu le fait d'être nommé personnalité parisienne de l'année. Racontez-nous déjà, remémorez-nous le principe de base et ce que c'est devenu, puisque je crois que ce jeu a été commercialisé. Oui, exactement. En fait, je vais vous rappeler le contexte de base. Déjà qu'on était confinés et tous les soirs à 20h, on applaudissait le personnel soignant, on applaudissait tous ceux qui travaillaient pendant cette période de coronavirus et il fallait trouver quelque chose à faire à 20h. Je voyais les gens qui applaudissaient, qui avaient la mine déconfite, qui étaient tristes d'applaudir, qui étaient enfermés. Et j'ai lancé un jeu, un quiz à ma fenêtre et j'ai appelé ça Question pour un balcon. 2 équipes s'affrontaient, l'équipe pair, l'équipe impair, qui correspondait au numéro des immeubles dans la rue. C'est génial. Et au début, j'offrais symboliquement du PQ et des pâtes. Et il s'avère que des sponsors se sont greffés au jeu. Et on a pu offrir plus de 30 000 € de cadeaux à tous les voisins. Que ce soit des colis alimentaires, que ce soit des vêtements, que ce soit du vrai PQ et des vraies pâtes cette fois. Des jeux de société, des jeux vidéo, plein de cadeaux. Et c'était vraiment assez unique comme moment. Alors j'imagine que vos voisins vous aiment à vie.
Oui, Je maintenant suppose. j'ai un peu déménagé, mais on Mais garde ils vous contact. oublieront jamais, On garde évidemment. contact et on- Est-ce que ce jeu, dans la foulée, il a inspiré d'autres immeubles, d'autres voisins? Est-ce que les gens vous ont écrit, vous ont parlé? J'imagine que les caméras après sont venues Ouais. chez vous. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Est-ce que ça a inspiré d'autres gens? Et comment ce Ouais. jeu a été commercialisé? Alors, donc en fait, tous les soirs du confinement, il y avait des journalistes qui venaient soit en bas de l'immeuble, soit ils m'appelaient directement pour monter, pour filmer une session du jeu. Et ça a inspiré énormément de gens. J'ai vu des gens qui m'envoyaient des questions pour un balcon au Brésil et à New York. C'est génial. Et voilà, il y avait des gens dans le monde entier qui suivaient ces péripéties de questions pour un balcon. Après, voilà, j'ai été contacté pour faire la boîte de jeu et qui s'appelait Il y a du monde au balcon. Voilà, on ne pouvait pas donc plagier question pour un champion pour un quiz, donc on a appelé ça Il y a du monde au balcon. Et on offrait par boîte un don aux hôpitaux de Paris, aux hôpitaux de France. Et il n'y en a plus. Il n'y en a plus, vous ne pouvez plus en trouver de boîte. Tout a été vendu et le don a été fait, donc je suis très content. Au moment du 7 octobre, on a pu aussi voir votre engagement, Noam, sur les réseaux par le biais artistique. D'abord avec un court-métrage et une série de photos contre toute forme d'enfermement, de discrimination. J'aimerais beaucoup que vous nous parliez de ces deux projets, à commencer par le premier, où il y a une légende. Vous en avez marre d'entendre parler de l'antisémitisme, nous en avons marre de le vivre. Oui. C'est une série de photos qu'on a réalisée avec la photographe Léa Marciano et la maquilleuse Yolène Cartozo. Qu'on embrasse. Voilà, qui est ma femme et qui a écrit donc sur mon visage toutes les insultes qu'on recevait dans nos messages privés sur antisémites, quoi, comme quoi on mentait sur le 7 octobre, comme quoi voilà, on était des colonisateurs et tout, etc., etc. Et c'est une série de photos qui a vraiment marqué notre génération, qui a tourné énormément sur les réseaux sociaux. J'espère qu'il y aura une exposition bientôt de ces photos. J'ai pas d'exclus à vous donner encore, mais je reviendrai pour en parler, j'espère. Avec grand plaisir. Et c'est des photos qui me touchent particulièrement parce que c'est mon visage qui exprime une vraie peine et une vraie horreur qu'on vit, mais on est toujours debout et on est toujours là. Vous avez choisi, et je me permets de le dire parce que je suis assez observatrice, de supprimer ces clichés de vos réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi ? Je les partage souvent en story. J'ai un peu de mal à en parler, c'est vrai. Je les ai supprimés de mon propre Instagram parce que justement après ce que j'avais vécu justement avec de boycott de marques. Et il faut savoir que je dois continuer à travailler, je dois continuer à vivre et payer le loyer. Donc pour pas encore subir ce genre de remarques et de boycott, j'ai préféré le supprimer et maintenant de tout mettre en story. Dans un projet et une exposition, et ça s'entend et parfaitement ce que vous dites, je préfère Noam. le faire en exposition, exactement. Et je pense que vous êtes assez militant pour qu'on puisse comprendre ça. Vous avez aussi publié un court-métrage muet qui s'appelle We Will Love Again, réalisé par Léa Marciano, en association avec le collectif Nos Silences, prisé par Mélanie Polyguès, qui est une allégorie du 7 octobre, qui met en lumière toutes les victimes sexuelles du 7, qu'elles soient des femmes, des hommes. Ce documentaire, vous voyez, ce court-métrage, il a retrouvé sur YouTube, sur le compte We Will Love Again. J'aimerais que vous nous en parliez aussi un tout petit peu. Ouais, on sortait du 7 octobre en fait. On sortait du 7 octobre. Il a été fait en février 2024, donc vraiment très peu de mois après, c'était pour une sortie pour la Saint-Valentin 2024 que les gens avaient perdu soit l'amour de leur vie, soit étaient encore otages, et c'est aussi pour dénoncer voilà toutes les violences sexuelles qui ont été faites pendant les massacres. Et ce tournage était à la fois nécessaire, à la fois éprouvant et à la fois il fallait le faire à tout prix. Et donc je suis content du résultat et je suis content et je vous invite évidemment à le voir. Et il est sur YouTube et accrochez-vous, quoi. Il est fort. C'est aussi dans cette continuité que vous avez participé à la manifestation du 8 mars à Paris lors de la Journée internationale des droits des femmes, en disant avoir vécu l'horreur. J'ai pas envie évidemment qu'on se rappelle ça parce que je sais que c'est un moment où vous étiez beaucoup exprimé, qui a été très difficile pour vous. Mais ce que je veux soulever, c'est que Noam, vous êtes une personnalité qui prend part
beaucoup, à mon sens, aux événements importants, vous êtes un artiste engagé, vous luttez encore à votre manière sur vos réseaux sociaux, vos posts. Est-ce que vous avez réussi à analyser aussi ça et à comprendre pourquoi c'est aussi important et fort pour vous, parce que c'est ce qu'on perçoit en tant que followers sans même vous connaître? J'aimerais bien qu'il y ait une analyse psychologique qui soit faite sur moi, mais Vous j'ai pas inquiétez réussi pas, on va y venir. Ah mince, j'ai pas réussi encore à le faire sur moi-même, mais pour moi c'est un devoir sioniste, un devoir de citoyen et un devoir humain de se défendre contre ça. Voilà, l'histoire a trop souvent été répétée. Et c'est pour ça que je me bats pour notre peuple. Mais j'ai parfois l'impression de me battre un peu seul contre vents et marées en donnant des coups d'épée dans l'eau, c'est vrai, mais je suis content voilà, que mon combat soit le relayé aujourd'hui ici. Mais c'est vrai que je me sens seul, quoi. Je me sens seul parfois dans ce combat en tant qu'artiste, surtout à mon niveau. Ok, on a le Arthur, le King qui le fait sans pression, sans pression. Avec pression, pardon. Voilà. Mais sans risque pour sa carrière, parce que voilà, sa carrière est déjà tout installée. Voilà. Moi, à mon niveau, je me sens très très seul, mais je continue à le faire. Je saurais pas dire pourquoi. Je sais pas si c'est du masochisme aussi, je sais pas. On verra avec l'analyse psychologique. C'est déjà très beau qu'on ressente en tout cas que vous êtes aligné avec ça. De ce que j'entends, vous avez parlé d'épée. On va en parler dans un instant parce que c'est une jolie transition et on le fera en seconde partie d'émission. Mais on va aussi vous apercevoir à la télévision, dans Touche pas à mon poste, dans diverses émissions de web radio. D'ailleurs, il y en a une en ce moment web TV, je crois, avec Arnaud Bitan. Avec Arnaud Bitan, Léa Marciano, Thibaut Marchand. Ça s'appelle ANPE. Voilà, le nom est très drôle. Je vous confirme, ça n'existe plus, heureusement, parce que vous auriez eu des problèmes. Art, news, pop, etc. Voilà. Très bien. Et puis sur la fréquence aussi, dans une émission qui s'intitulait C'était pas prévu au programme, aussi présentée par Arnaud, je crois, à l'époque, non? Je sais plus. Par vous, je sais plus. Moi, c'était moi qui... C'était vous, hein, voilà, sur Radio Shalom. Ça date un petit peu, non? C'était il y a 2 ans, oui. Bon, alors, c'est pas si loin que ça. Aussi au cinéma, dans une dizaine de films comme Coup de sang de Jean Marbeuf. Évidemment, j'ai envie de vous demander quel souvenir vous gardez de cette première fois, parce que je crois que c'est le premier film dans lequel vous apparaissez. Exactement. Vraiment, tout premier film, ne le regardez pas. N'allez pas chercher les images, merci. Il y aura ensuite des apparitions dans les preuves de Pierre-François Martin Laval qui montrent bien votre esprit Monty Python qu'on va évoquer dans un instant. Dalida de Lisa Azuelos, Barbara de Mathieu Amalric, L'Empereur de Paris de Jean-Pierre Jeunet, vous allez voir où je veux en venir, ou encore Culte de Louis Farge sur l'histoire de Secret Story aussi de Loana. Le dernier film en salle auquel vous avez participé, c'est Garçon s'il vous plaît de Jean-Michel Lamy. J'ai l'impression, au regard de ce que je viens de dire, qu'il y a beaucoup de biopics. Mais oui. Et hier, j'étais sur le film de Johnny. C'est vrai? C'est vrai. C'est incroyable. Oui, c'est pour ça que j'ai pas de barbe aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, mais c'est amusant de voir que... Je me faisais la réflexion hier, j'étais sur le... Bon, bah voilà, alors mon regard est pas mal. Et on peut déjà annoncer que vous avez une scène dans Baron Noir. Ah oui, qui arrive l'année prochaine, ouais. L'année prochaine, c'est sur Canal+, Canal+, Baron Noir, exactement, et les plateformes. Est-ce que vous avez un rôle rêvé pour terminer cette première partie d'émission? Un rôle dont vous avez peut-être envie depuis toujours, ou qu'aujourd'hui vous vous dites, voilà, ça c'est vraiment pour moi le rêve absolu, jouer ça? C'est vraiment une question que je me suis jamais posée. C'est ça qui est fou. Donc je vais prendre un peu de temps pour réfléchir. Peut-être que je vous réponds tout à l'heure. Eh ben oui, on va faire ça. Allez, vous restez avec nous dans cette émission, évidemment, sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est le rappel des titres. Et puis, nos chroniqueurs nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, c'est le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, les États-Unis et leurs alliés accusent l'Iran de mener des opérations violentes à l'étranger. Les États-Unis, le Royaume-Uni et plusieurs pays alliés accusent l'Iran d'être impliqué dans des complots, des menaces et des opérations en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Plusieurs pays soupçonnent également Téhéran d'être lié à certaines attaques visant des communautés juives.
L'ONU va envoyer une équipe d'enquêteurs au Liban afin d'examiner d'éventuelles violations du droit international commises pendant le conflit entre Israël et le Hezbollah. L'enquête portera sur les actions de toutes les parties impliquées. L'ONU souligne également que la situation humanitaire au Liban continue de se détériorer avec une forte hausse de l'insécurité alimentaire. Le Parlement israélien a approuvé en première lecture une loi qui reconnaît l'étude de la Torah comme une valeur essentielle de l'État. Le texte considère que les personnes qui consacrent leur vie à l'étude religieuse rendent un service important à Israël, comparable au service militaire. Cette mesure est soutenue par les partis ultra-orthodoxes qui souhaitent préserver les exemptions militaires dont bénéficient de nombreux étudiants religieux. Le projet reste controversé car de nombreux Israéliens estiment que tous les citoyens devraient participer à l'effort militaire, surtout depuis la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Enfin, en France, le chanteur et acteur Patrick Bruel mis en examen à l'issue de sa garde à vue dans le cadre d'une enquête portant sur plusieurs accusations de violences sexuelles. En garde à vue, Patrick Bruel a nié toute infraction pénale. Le procureur de Nanterre a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel concernant 9 victimes commis entre 2010 et 2019. Et merci beaucoup Nina, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Noam Cartozo et mes chroniqueurs sur Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J, le 6-9. Bonjour, c'est Pascal Sunshine. Je vous donne rendez-vous tous les matins à 7h26, Zoom Israël, pour un décryptage de l'actualité israélienne dans le 6-9. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarin-Cohen. 15h32 en direct sur l'antenne de Radio J. Merci évidemment de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct avec mon invité Noam Cartozo, venu nous voir pour son spectacle Les Trois Mousquetaires environ, qui se jouera à Paris à la Folie Théâtre du 24 juin au 18 juillet. Juste avant la pub, je vous ai posé une question Noam et vous me dites que vous avez trouvé la réponse. Ouais, je pense à une série qui s'appelle The Spy de Sacha Baron Cohen. Voilà, vous l'avez autour de la table, je suis content. On en a parlé. Et cette série, voilà, pour moi, elle est assez parfaite. Le jeu d'acteur, il est assez parfait. Je dis pas que j'aurai le niveau, hein, mais un rôle dans cette série, un rôle ouais. dans cette série ou rôle principal, mais c'est un fantasme évidemment ça très très fort. Un peu rêver. Après plusieurs pièces de théâtre auxquelles vous avez participé, avec la première en 2011 qui est Qui a braqué la bûche de Jonathan Demaillot, que j'embrasse bien sûr, qui est l'auteur notamment de Samuel Bambi et d'autres artistes. Vous avez poursuivi avec La Résistible Ascension d'Arthur Rouy au Festival d'Avignon, mais aussi Les Salles d'attente de David Yol, Don Quichotte ou presque de Francisca Rosel, qui est justement l'auteur de la pièce dans laquelle vous jouez avec la même équipe. Et puis ensuite, il y a 3 ans, Épouse-moi bordel d'Olivier Maille. On vous retrouve désormais dans Les Trois Mousquetaires, et désormais j'ai envie de dire depuis 8 ans, dans Les Trois Mousquetaires environ, avec cette comédie qui est clairement familiale, déjantée, qui fait participer le public, qui revisite l'univers certes de Dumas, mais dans un esprit complètement loufoque. C'est drôle, c'est accessible à tous, ça fait du bien. Voilà, de 7 à 77 ans comme on dit, et même plus, hein, jusqu'à 120 ans comme on dit. Et vraiment ça fait du bien, c'est une pièce qui fait du bien, surtout voilà. Si vous avez une journée difficile, venez nous voir et tout ira bien, tout ira mieux. Et il y a la clim. Voilà, c'est souvent un argument que je donne. C'est très important de le dire. Vous y êtes aux côtés de 3 autres comédiens que je tiens à nommer. Philippe Collot, que je trouve extrêmement brillant, Bruno Argence et Cécile Vigne. C'est l'histoire, enfin en tout cas pour votre rôle, de D'Artagnan, un jeune gascon plein de fougue qui débarque à Paris avec 3 petits sous en poche et qui veut faire carrière dans la garde des mousquetaires du roi. C'est exactement ce que le roman d'Alexandre Dumas. On n'a pas changé l'histoire originelle des Trois Mousquetaires. Et donc si vous connaissez l'histoire, c'est tant mieux.
tant mieux. Si vous connaissez déjà l'histoire, tant mieux. Venez la redécouvrir, mais à notre façon, à notre sauce. Et même si on la connaît pas d'ailleurs, parce que c'est une autre lecture avec un esprit tout à fait léger qui nous permet d'apprendre l'histoire aussi, d'apprendre cette œuvre-là. La pièce démarre en 1625 au royaume de France avec l'espagnole Anne d'Autriche, mariée à Louis XIII à l'époque, qui hurle que son mari ne l'aime plus avant d'hurler « je pue ou quoi ». J'ai envie de dire qu'on est déjà dans le bain. Ah, on est dans le bain. Ça démarre très tôt avec ça. J'ai beaucoup ri à ce moment-là parce que je me suis dit qu'en effet c'était extrêmement moderne dans l'écriture. Ouais, c'est très moderne, voilà, très actualisé et surtout on joue avec l'actualité. C'est ça, et c'est aussi ce que j'ai envie de vous dire, parce que j'ai relevé beaucoup de choses qui m'ont fait rire, puisque la mise en scène s'inspire du spectacle de revue, burlesque et humoristique, avec ses références à l'actualité. Il y a What Else, les Parisiens sont pressés, donc on comprend parce qu'il y a une longue séquence autour de ça, que ça s'en amuse. On voit les enfants qui trichent à l'école, à un moment donné une actrice dit LOL. Vous dites que vous avez appris à jouer de l'épée, enfin à manier l'épée avec des tutos sur YouTube. Mais en réalité, je tiens quand même à ce qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que ça a l'air très technique et vous avez pris des cours. On a pris des cours avec Florence Legui, qui est une maître d'armes, qui est venue nous voir à Avignon à notre première il y a 8 ans, à l'une de nos premières représentations, et qui a dit « Les gars, ça va pas du tout ». Et on était en plein festival d'Avignon en 2018, il faisait une chaleur torride. On est parti dans une rue déserte et on a commencé à s'entraîner avec une maître d'armes qui était spectatrice à la base et qui nous a aidés, qui nous a formés. Et depuis on a gardé tous ces conseils, ces précieux conseils pour le spectacle. Il y a d'autres phrases. Nous sommes au roi ce que les talonnettes sont à Sarkozy. Ubérisation des mercenaires. Vive le mariage pour tous, qui n'a rien à voir avec le mariage pour tous. J'ai même entraîné les Avengers. Je ne vais pas tout citer parce que je ne veux pas tout spoiler, dire, attention. Évidemment. Mais la dernière, c'est en référence à toutes vos pubs. Ce clin d'œil, vous dites, moi j'adore les marques. Exactement. Oui. Voilà. Non mais on va pas spoiler. On va pas spoiler. Promis, on en dira venez. pas trop plus que ça, mais on va quand même en dire un petit peu plus, parce qu'en réalité, l'intrigue réside dans le fait que Louis XIII est jaloux. Ouais. Il reproche à sa femme de trop aimer sa famille en Espagne, de faire de la politique, mais aussi il est quelque part un peu au courant de cette promenade inoffensive, et c'est de l'ironie, avec le duc de Buckingham. Exactement. Et donc, elle va lui offrir un cadeau précieux à cet amant, à cet homme qu'elle aime finalement, qui lui dit « je te aime ». Et puis, tout va tourner autour de ça. Et oui, le collier de fer en diamant, le fameux collier qui part pour l'Angleterre et que le roi veut voir autour du cou de sa femme pour un grand bal que le roi a décidé d'organiser en l'honneur de la reine. Et elle ne l'a plus. Elle ne l'a plus, donc vu qu'elle l'a donné au duc, et elle va demander à D'Artagnan d'aller le récupérer. C'est vraiment exactement ce que Dumas avait écrit, que vous allez redécouvrir. On va écouter un petit bout de la bande-annonce. Allez. Pour tous, tous pour un. Excusez-moi, monsieur, je cherche l'hôtel de l'Auxilier parce que j'aimerais devenir mousquetaire avec lui. Je m'appelle Constance. Je suis lingère de la... Vous prenez pour qui? Un futur parisien. Bonjour, Aramis. Athos, mes amis, permettez-moi de vous présenter D'Artagnan. C'est D'Artagnan qui a battu. Le duc de Buckingham s'est précipité à Paris lorsqu'il a reçu la lettre de la reine. Ma reine, le duc est là. Quel duc? Le duc de Buckingham. Les amis, j'ai une mission pour nous. Une mission? Une mission pour la reine de France. Lâchez-moi. Parce que... Allez. Je vous ordonne de lâcher cette personne et de vous battre. On est passé par Chantilly et on se dirige vers Beauvais. Les chevaux sont déjà crevés, on veut s'arrêter. Et oui, cette histoire, c'est aussi une formidable histoire d'amitié et de solidarité autour des copains d'abord. Mais oui, c'est ça, c'est l'amitié surtout qui est fédérateur chez les mousquetaires, et c'est comme ça que ça part d'un conflit de base. Hein, et voilà, au début, D'Artagnan est tellement fougueux qu'il veut se battre un peu avec tout le monde, mais finalement, c'est tout le monde, ce sont les mousquetaires du roi, et ils deviennent de sacrés bons copains. Est-ce que c'est aussi l'état d'esprit de cette équipe et de cette compagnie de théâtre qui s'appelle Décale Comédie, qui promeut beaucoup l'humour et qui est ensemble peut-être très proche? Ça fait 10 ans. 10 ans que je suis dans cette compagnie. 10 ans, j'ai commencé avec Don Quichotte ou presque. Voilà, cette compagnie, c'est quasiment toujours les mêmes comédiens qui sont sur scène.
Il y a 3 pièces, donc il y a Don Quichotte ou presque, Les Trois Mousquetaires environ, et Les Misérables ou presque, voilà. Qui arrivera bientôt. Alors qui moi a je déjà suis pas tourné. qui Pas tourne dans déjà, celle-ci. et voilà, je suis pas dans celle-ci, mais voilà. C'est un projet indépendant. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Comment ça fonctionne? C'est vrai que c'est un projet où on fait tout seul et on n'a pas de production, disons, externe qui vient nous aider. On se débrouille très bien comme ça, mais évidemment, toute aide est bienvenue. Voilà, ça en appelle du pied, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Dans le roman d'Alexandre Dumas, pour conclure, c'est du sérieux, ici pas du tout. L'histoire est respectée, vous l'avez dit, mais l'humour s'invite au premier plan dans les coulisses de l'histoire en utilisant tous les ressorts de la parodie. Je le disais tout à l'heure, dans l'esprit finalement Monty Python qu'on ressent bien en vous voyant sur scène. Vous êtes en costume d'époque, il y a des combats d'épée. C'est drôle, on est un peu bluffé par vous, tous les comédiens. Ça ferraille, ça trahit, ça conspire, ça chante. On frémit, on sourit, on tremble. Cette version assez réjouissante de ce classique de culture française. Et je vous ai beaucoup aimé sur L'Envie d'aimer où vous chantez « Où je vais dormir cette nuit ». C'est vrai. On me prend comme ça au dépourvu pour que je la fasse? Non, je vais pas vous faire ça. Ah oui, Daniel Lévy, c'est un hommage à Daniel Lévy un peu que j'ai voulu faire dans ce fantastique. Spectacle. Merci beaucoup Noam Cartozo. Merci aujourd'hui, puisque je sais que vous aimez le cinéma, que vous en faites d'ailleurs, on vous emmène au cinéma puisque nous sommes mercredi. Génial. Radio J. Bonjour Johanna Sultan. Bonjour Cyrielle, bonjour Noam Cartozo. Bonjour. On va commencer avec un film très attendu, Disclosure, je ne sais pas si je le prononce très bien, Day, le nouveau Steven Spielberg. Oui, avec ce film, Spielberg revient à l'un des grands thèmes de son œuvre, les extraterrestres. Alors après Rencontre du troisième type, E.T. ou encore La guerre des mondes, il nous rappelle qu'il maîtrise ce sujet mieux que quiconque. Alors dans Disclosure Day, Josh O'Connor incarne un lanceur d'alerte qui découvre la preuve que l'humanité n'est pas seule dans l'univers. Une révélation qui pourrait tout changer et à laquelle va se retrouver mêlée une présentatrice météo interprétée par Emily Blunt après avoir été confrontée à d'étranges phénomènes inexpliqués. Qu'est-ce que t'as volé? Des secrets. Les données que j'étais chargé de protéger. Est-ce qu'ils sont humains? Non. Allez, ce qui est intéressant, c'est que le film arrive à un moment où ces questions sont plus présentes que jamais dans le débat public, puisqu'il y a quelques semaines, les autorités américaines ont déclassifié plusieurs vidéos, témoignages et documents liés à des phénomènes aériens inexpliqués, alimentant de nombreuses spéculations. D'ailleurs, le film a lui-même donné naissance à une drôle de théorie sur Internet. Certains ont imaginé que Steven Spielberg s'apprêtait à révéler de véritables informations sur l'existence des extraterrestres. Une théorie rapidement démentie par le scénariste David Koch. Je vais pas redonner le nom de ce film en salle, mais je vais demander à Benjamin Arnault, qui s'est largement moqué de moi il y a quelques secondes, de le dire. Disclosure Day. Bravo, bravo, notre réalisateur Benjamin Arnault. Et alors, cette fascination pour les extraterrestres, elle est seulement cinématographique ou Spielberg y croit vraiment? C'est la grande question. Alors, il explique avoir beaucoup évolué sur la question. Là où, à l'époque de Rencontre du troisième type, il parlait davantage d'une intuition, il affirme aujourd'hui être beaucoup plus convaincu que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. En tout cas, le résultat, c'est que c'est un film fascinant, palpitant, mystérieux et porté par une Emily Blunt époustouflant. Bref, Disclosure Day, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs Spielberg de ces dernières années, est à voir absolument. Je vais dire peut-être une grosse bêtise, mais qui c'est qui a réalisé le film E.T.? Eh ben c'est lui. C'était lui. Spielberg. Donc Oui. on est bien d'accord que ça date depuis un bon petit moment. Une cinquantaine d'années. On reste aux frontières du réel avec le nouveau film de Quentin Dupieux, Le Vertige. Oui, et ce qui surprend d'abord, c'est son esthétique. Ce film d'animation volontairement réalisé dans un style qui rappelle les jeux vidéo de l'ère PlayStation 1 a été conçu par 5 jeunes fraîchement diplômés des Gobelins. Alors le résultat, c'est un drôle de mélange entre jeux vidéo et réflexion existentielle. Tout commence lorsque l'un des personnages se demande si le monde qui les entoure existe vraiment ou s'ils ne vivent pas tout simplement dans une simulation remplie de bugs. Au casting des voix, on retrouve Jonathan Cohen, Alain Chabat et Anaïs de Moustier. Bruno. Oui. Quoi? Ça va te paraître complètement farfelu au premier abord, mais il faut que tu me fasses confiance. Ok. J'ai la certitude absolue que le monde dans lequel nous vivons n'est pas réel. Ok, t'as pris des champignons?
Alors le projet qui avait été initialement pensé pour les plateformes a été présenté en clôture de la quinzaine des cinéastes à Cannes et son très bon accueil a convaincu finalement Quentin Dupieux de le sortir en salle. Alors c'est expérimental, absurde, souvent très drôle. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est très singulier, comme toute l'œuvre du cinéaste. Et comme ce dernier semble déjà réfléchir à la suite, on est curieux de voir à quoi ressemblera le prochain niveau. Entre le Festival de Cannes et aujourd'hui, il a décidé de sortir en salle avec une campagne d'affichage dans tout Paris pour parler de ce qui est proche de nous. C'est quand même assez dingue. Ouais, il faut complètement. quand même le soulever. C'est toujours très prolifique, comme Quentin Dupieux. Ça donne quand même envie parce que c'est certes expérimental, mais avec Chabat et Jonathan Cohen, on est très curieux. On termine avec une nouveauté sur les plateformes, une famille de bâtards, le nouveau film de Mourad Winter. Oui, avec un solide trio comique, Hakim Gemili, Laura Felpin et Benjamin Tranier, mais aussi Florence Foresti, Cadmerade et d'autres. Alors on est en 1997. La vie de Mohamed bascule le jour où son père est victime d'une fusillade. Il découvre alors qu'il a un frère et une sœur dont il ignorait totalement l'existence. Du jour au lendemain, il se retrouve à devoir composer avec cette nouvelle famille et à faire tourner chez Momo, un bar parisien aux activités pour le moins douteuses. Mais mon père, tu m'as dit qu'il était mort. Papa, vous êtes qui? Son fils? Toi aussi? Tu sais que je peux te frapper si je veux là. Je suis arabe. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais ma sœur, toi? Attends. J'ai aussi une sœur? T'es qui toi en fait? Mais ça s'arrête quand tout ça là? Chez Momo, c'est un café. Mais ce qui intéresse papa, c'est les affaires. Genre les machines à sous. Je sais pas ce qu'elles ont avec moi ce soir, mais j'ai une cote là. C'est un hôtel de passe là? Rien de caché à toi, hein. Ah, j'adore ce lieu. Voilà, en tout cas, entre le pitch et le casting, ça donne vraiment envie, on a hâte. Et c'est à découvrir dès vendredi sur Prime Video. Et pour conclure, Johanna, Steven Spielberg dit souvent que le cinéma est l'un des meilleurs moyens de rassembler les gens. Des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes idées peuvent pourtant se retrouver dans une même salle et partager les mêmes émotions devant la même histoire. Et c'est vrai qu'à une époque où tout semble nous diviser, le cinéma continue de nous rappeler que nous avons souvent bien plus en commun que ceux qui nous séparent. Merci beaucoup, Johanna Sultan. Est-ce qu'il y a un film qui sort du lot pour vous, Noam? Ah oui, le vertige là, de... Le vertige de Quentin Dupieux. En effet, ça donne très très envie. Et puis moi, je serais très curieuse aussi de voir le dernier de Mourad Winter, une famille de bâtards. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Ariel Efraimi. Le billet du jour. Le jingle est pas mal, je vous l'accorde, Noam Cartozo. Ça fait des années qu'on le tient et on va le garder. Je danse Bonjour dessus. Ariel Efraimi, si vous n'êtes pas le seul. Bonjour Ariel. Bonjour Cyrielle, bonjour Noam. Bonjour. Alors, je suis fasciné par votre parcours. Ah bon? Parce que, avant d'être acteur, vous avez quand même eu le diplôme d'opticien. Ouais. Dans certaines familles juives, il existe des métiers dont on ne démissionne jamais. Opticien, pharmacien, avocat. C'est pas des professions, c'est des tatouages administratifs. C'est horrible. Parce que tu peux arrêter pendant 20 ans ce métier, ça restera ton identité. Ouais. Moi, je suis persuadé que si demain, Noam, vous recevez un Molière, votre mère appellera ses copines pour lui dire mon fils a gagné un Molière. Ah bon, il est acteur? Non, il est opticien, mais il a gagné un Molière. Et c'est sûr que donc pour elle, le Molière, c'est une activité périscolaire. Et chez moi, c'est pareil. Je peux faire de la radio, du théâtre, des vidéos. Ma mère continuera à considérer que mon vrai métier est celui que je n'exerce pas encore. Je pourrais recevoir un Oscar, n'importe quoi. Elle monterait sur scène. Je dirais bon, Ariel, c'était pas mal ta performance. Maintenant, fais avocat, c'est mieux. Et justement, donc vous jouez dans Les Trois Mousquetaires. Et alors quand j'étais petit, mes parents me forçaient à lire ces classiques. Ils avaient cette phrase horrible, je pense qu'on l'a tous entendue. Tu peux voir le film seulement si tu as lu le livre. C'est pas mal comme phrase. Pas horrible. C'est insupportable. Ah d'accord. Les gens qui disent ça sont les mêmes qui pensent qu'on peut apprendre à nager dans un manuel. On présente ça en plus comme un livre pour tous les âges. Bon, là j'ai relu le résumé en préparant la chronique. C'est l'histoire d'un jeune provincial qui monte à Paris, rencontre 3 influenceurs très populaires et participe à un scandale sentimental impliquant la femme du chef de l'État. Bon, c'est un épisode de quotidien. Et puis surtout, il y a un détail que personne ne relève jamais. D'Artagnan, il est objectivement bizarre. Regardez, personne ne remarque parce qu'il a un cheval, mais bon, il quitte son village, il monte à Paris, il devient immédiatement meilleur ami avec 3 quadragénaires. Personne ne trouve ça étrange. Il a 18 ans. Athos, il en a 40. Aujourd'hui, ça finirait dans Faites entrer l'accusé. Moi, je trouve que l'ambiance est chelou. Et bon, c'est intéressant, vous avez dit, Les Trois Mousquetaires, ça parle surtout d'amitié. Et alors, il y a quelque chose, moi, qui me fascine dans l'amitié masculine et qu'on retrouve un peu dans ce livre, c'est que les hommes sont capables de mourir les uns pour les autres, mais incapables de se parler, de communiquer. Athos, il est prêt à prendre une balle pour D'Artagnan.
Mais si D'Artagnan il lui demande comment ça va en ce moment, il va lui dire mais pourquoi tu me poses cette question ? Je suis très mal à l'aise. Un homme est prêt à mourir pour son meilleur ami, mais n'est pas prêt à lui dire tu me manques. C'est trop intime peut-être. Ouais, mais les femmes y arrivent beaucoup plus en tout cas je trouve. Bravo. Et finalement, donc c'est peut-être ça le succès des Trois Mousquetaires, une histoire d'amitié entre hommes extrêmement réaliste. Pendant des centaines de pages, ils risquent leur vie ensemble, mais personne ne dit ce qu'ils ressentent. Merci. Il faudrait faire une beaucoup, analyse Ariel psychologique Efraïm. d'Alexandre Dumas, du coup. On va peut-être s'en occuper. On va peut-être s'en occuper tout de suite parce que Bravo. c'est votre portrait psychologique sur Radio J. Ah oui. Le portrait psychologique. Que de surprises, que de surprises, que de surprises. Comme toujours à la fin de cette émission, en effet, nous débriefons ces minutes que nous avons passées ensemble, Noam. Et donc aujourd'hui, c'est dans le regard de Véronique Zana. Bonjour Véronique. Bonjour Cyrielle et bonjour Noam. Bonjour. Et peut-être bien que je vois un peu double, car on a vu les deux facettes de Noam dans tout ce que vous nous avez raconté. Et on entend que même si c'était foufou, même si l'humour et le côté espiègle étaient là, ça n'enlève pas le côté sérieux de l'engagement, saupoudré peut-être d'un petit peu de masochisme dans l'amour de la gifle quand elle n'est pas bien donnée, s'il vous plaît. Bien vu, bien vu. Une deuxième. Et on ne va pas se priver d'un peu de perfection. C'est quand même assez utile. Alors, sosie de Brad Pitt, pour être lu jusqu'au bout. Je me suis fait avoir, je l'avoue. Et ceux qui n'ont pas l'image, nous avons droit à une chevelure blonde absolument impeccable. Merci. Donc, effectivement, il y a quelque chose de ça. Et avec ce petit humour qui vient quand même dire « M'entendez-vous ?» Et le fait de se faire entendre chez vous, c'est quand même très important, surtout quand on n'a pas les mots. Quand on n'a pas les mots de l'horreur, on fait un court-métrage sans mots. Quand on n'a pas les mots pour arriver à dire ras-le-bol de l'antisémitisme, on prend des photos. Et comme on est fait pour s'intégrer, et c'était merveilleux ce que vous avez dit sur le début de ce vivre ensemble qui nous manque, reprenons l'idée du manque, et ce sur quoi on voudrait revenir, et bien finalement, vous y contribuez et vous cherchez comment le faire entendre. Et sans mots, l'image, alors rebondissons peut-être sur l'opticien au fond, c'est un certain regard qui n'est pas devenu mercantile en boutique, mais qui est passé au travers de l'image, de la photo et des courts-métrages. Et finalement, vous avez ce talent, cette intuition d'utiliser les formes d'art pour faire entendre quelque chose. Et peut-être que c'est étonnant, peut-être que vous dites, mais il n'y a pas quelqu'un qui pourrait m'expliquer pourquoi je suis comme ça. Eh bien, c'est ce qui tente de se dire qui n'est pas encore écrit. Et là, vous êtes excellent parce que c'est de la punchline qui se fait bien entendre. Et comme on comprend cette grande solitude, parce que finalement, vous êtes sans arrêt dans cette recherche de l'équilibre. Vous êtes un peu sur le fil du funambule avec cette grande solitude où vous vous balancez entre plusieurs côtés, et nous revenons sur l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, mais qui peut-être au final donne cette sensation de vie hyper importante pour pouvoir continuer. Je me disais aussi qu'il y avait un peu de Kaamelott dans votre façon d'envisager les choses. Effectivement, Monty Python, cette façon de prendre des classiques et d'y glisser non seulement du contemporain, mais avec cet humour qui permet, là encore, de faire entendre quelque chose et de la société et de votre point de vue. Et ça, c'est sans doute pour ça que vous ne la lâchez jamais, cette espièglerie. Et la fidélité, là aussi, c'est important. Les copains, on a besoin d'être avec les autres pour pouvoir dire ce qu'on veut, pour ne pas se lâcher. Et surtout, garder cette présence à l'autre, puisque c'est à ça qu'on veut revenir. C'est ce vivre ensemble qui compte et qui fait tellement de bien à vous entendre. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui sur Radio J ? Eh bien, qu'on peut être dans l'humour et ne vraiment pas manquer de ce côté très sérieux de l'engagement. Que ce qui est très important, c'est l'interprétation qu'on peut donner à certaines œuvres, qui est un regard au monde, et qu'il ne faut pas s'en priver pour pouvoir faire entendre quelque chose. Et qu'on pourrait peut-être se dire que de l'humour, eh bien, on irait vers l'amour pour revivre enfin bien ensemble. Waouh.
Je vous dois combien? C'est gratuit pour aujourd'hui. C'est pour nous. Merci beaucoup Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mardis et mercredis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Noam Cartozo. Vous êtes venu nous voir pour votre spectacle Les Trois Mousquetaires environ, qui se jouera à Paris à la Folie Théâtre du 24 juin au 18 juillet. Vous avez choisi cette chanson Bad Bunny, Nueva York. Pourquoi? Et il faisait pas beau aujourd'hui. J'avais envie d'un peu de soleil. Voilà, c'est la seule raison. Et vous avez tellement bien fait, ça nous fait du bien. Merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites vraiment ce que vous voulez. Tous pour un. Un pour tous. Merci beaucoup. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec mon invitée Anne-Charlotte Pontabry pour son livre La naturopathie dans mes assiettes. Anne-Charlotte Pontabry en parallèle, je vous le dis, c'est l'ancienne cachou dans Classe Mannequin, merveilleuse, et je suis très heureuse de la recevoir. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal sur Radio J. À demain et belle écoute.